Mesdames et messieurs, chères lycéennes, chers lycéens, bonjour à toutes et tous. En tant que nouveau directeur de l'INSA Lyon, je suis particulièrement heureux de vous accueillir aujourd'hui sur notre campus et je vous souhaite la bienvenue. En introduction de cette journée que vous allez consacrer à la découverte de notre établissement, permettez-moi de partager avec vous quelques éléments de pensée sur notre conception du rôle et de la responsabilité de l'ingénieur. L'INSA occupe une place à part dans le monde de l'enseignement supérieur. Notre école a été créée en 1957 sur le modèle et la vision de l'ingénieur humaniste. Un modèle élaboré par Gaston Berger, fondateur, avec le recteur Capelle, de notre école, mais aussi industriel, philosophe et père de la prospective. Pour Gaston Berger, la condition fragile du monde moderne, celui d'après-guerre, avec notamment l'avènement de l'arme nucléaire, questionne l'action de l'ingénieur et le rend responsable de la puissance que la technique lui confère. Dans cette perspective, l'ingénieur humaniste est celui qui, à la fois, pense et agit pour la société. Cette démarche nécessite de s'ouvrir à d'autres disciplines, notamment les sciences humaines et sociales, pour saisir toute la pluralité du monde et développer une capacité à s'interroger sur l'impact social et environnemental des sciences et des technologies. Pour cultiver cette ouverture d'esprit, l'INSA met en place, dès sa création, un enseignement dit des humanités, placé au cœur même de sa formation et de son campus. L'INSA cherche ainsi à favoriser le développement de connaissances dans les domaines des sciences humaines, de l'économie, mais aussi des arts et de la culture, comme vous le verrez. L'INSA encourage aussi la pratique du sport, y compris de très haut niveau. Nos élèves expérimentent ainsi différents types d'engagement qui favorisent leur ouverture sur le monde et aux autres. Les humanités encouragent aussi le développement d'un savoir-être, la connaissance de soi, l'interaction avec les autres, l'altruisme, la compréhension de l'entreprise aussi, le sens du management, l'éthique dans les affaires. Les élèves ingénieurs de l'INSA acquièrent ce savoir-être dans le cadre d'une vie de campus, autre caractéristique fondamentale du modèle INSA. Mixant lieu d'apprentissage et lieu de vie, les campus INSA permettent à des étudiants du monde entier d'évoluer dans un environnement multiculturel et pluridisciplinaire. Sur ce campus, vous trouverez donc des terrains de football, de rugby, de tennis, une piscine, une salle de musculation, une salle de spectacle, la seule salle de spectacle sur un campus entièrement gérée par les étudiants. Ce cadre de vie favorise les échanges, les rencontres, la vie associative, la prise de responsabilité et d'initiative. Le modèle INSA se caractérise enfin par son engagement en faveur d'une ouverture sociale et de la diversité. L'INSA, à travers notamment ce qui est nommé l'Institut Gaston Berger, soutient le développement de toutes les formes de diversité. Diversité femmes-hommes, bien sûr, diversité sociale, je l'ai dit, diversité culturelle, inclusion de personnes en situation de handicap. Et nous considérons bien sûr la diversité comme une richesse et un atout, car elle est source de créativité. 60 ans après notre création, ce modèle d'ingénieur humaniste garde toute sa pertinence et au-delà. Plus que jamais, nous considérons qu'il est nécessaire de penser nos activités d'ingénieur à travers le prisme de l'humanisme. En 60 ans, notre relation à la technique a profondément changé. Nous habitons désormais la technique et sommes habités par elle. Le monde dans lequel nous évoluons est fabriqué par la technique. Internet a mis en place un cyberespace où se déplacent et se réinventent les activités humaines. Jean-Claude Guilbeault parle même de 6e continent. Nous vivons dans un monde où l'on annonce une révolution, où se développe l'intelligence artificielle, la biologie de synthèse et l'ingénierie génétique. Un monde qui réinvente notre rapport au vivant.
Dans ce nouveau monde, les objets techniques du quotidien deviennent des prothèses qui augmentent nos capacités. La machine impose de plus en plus son mode de fonctionnement à l'être humain. Elle nous incite à être réactifs plutôt qu'à cultiver la réflexion. Dans ce nouveau monde, ici, ailleurs, le réel, la fiction, le naturel et l'artificiel, l'être humain et la machine, toutes les catégories qui déterminent notre rapport au monde sont bouleversées. Le monde ancien était un monde stable, solide, fondé sur un socle de pratiques et enfermé dans un périmètre. Le monde d'aujourd'hui est un monde global, liquide, pour reprendre la formule du sociologue Zygmunt Bauman. Il se caractérise par le bouillonnement, le désordre, l'imprévu. C'est un monde qui ne nous est plus tout à fait familier. Il est basé sur une part d'inconnu de plus en plus grande, à laquelle nous avons besoin de donner du sens, c'est-à-dire une signification et une direction. Plutôt que d'être ballottés dans un monde chaotique, nous devons apprendre à tracer une voie humaine et à mettre le cap vers un avenir durable et désirable. L'ingénieur doit devenir la vigie de ce monde en révolution dont il est largement le concepteur. Il est celui qui le pense, celui qui le fait, le défait, le refait, celui qui peut lui donner signification et direction. L'humanisme du XVIe siècle passait par la redécouverte et l'étude critique des grands textes de l'Antiquité gréco-romaine pour mieux appréhender les ressorts de l'humanité. Tout comme la mythologie qui permettait d'aborder l'humanisme à travers l'étude des mythes, les sciences et la technologie doivent aujourd'hui permettre d'aborder notre humanité à travers une réflexion sur la technique. L'ingénieur humaniste est donc celui qui aide la société à penser la machine et à en maîtriser les effets. Gaston Berger pensait l'ingénieur comme un philosophe en action qui à la fois produit et pense la technique. Peut-être devons-nous aujourd'hui penser l'ingénieur comme l'humaniste du XXIe siècle. Les humanistes du XVIe siècle étaient des hommes de lettres. Ceux du XXIe siècle seront des ingénieurs, nous en sommes convaincus. Je vous propose à présent de poursuivre avec une présentation plus concrète de l'INSA Lyon, et je passe tout de suite la parole à Caroline Vachal, notre directrice de la communication. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une excellente journée parmi nous. Bonjour. Bienvenue, merci d'être si nombreux aujourd'hui. Donc, j'ai le plaisir de vous accueillir. Je suis Caroline Vachal, je suis directrice de la communication de l'INSA Lyon et je vais vous présenter rapidement notre école et notre groupe. Et je passerai ensuite la parole à Catherine Verdu, qui est directrice du département de premier cycle qu'on appelle formation initiale au métier de l'ingénieur. Donc tout d'abord, vous dire que notre école, l'INSA Lyon, est née en 1957 de la volonté d'un recteur, Jean Capel, et d'un philosophe, Gaston Berger. Leur objectif était de créer une école d'un genre nouveau. L'INSA est née de la volonté de démocratiser l'enseignement supérieur en s'ouvrant sur la société, en accordant une attention particulière à la diversité sociale, culturelle, du genre et du handicap. Et par ailleurs, ils avaient la volonté de transmettre une culture humaniste tout au long de la scolarité pour éveiller le sens des responsabilités et le sens critique des étudiants. Donc 2 valeurs clés qui les ont guidés et qui nous guident toujours aujourd'hui, l'humanisme et la diversité que nous appliquons au quotidien et qui fait notre originalité. Là est l'héritage légué par nos fondateurs. Donc l'INSA Lyon est né en 1957, je vous l'ai dit. D'autres INSA sont nés ensuite sur tout le territoire. D'abord Toulouse, puis Rennes, puis Rouen, puis Strasbourg, puis Centre-Val de Loire qui se trouve sur Bourges et Blois, puis récemment l'INSA Hauts-de-France à Valenciennes qui est né en 2019. Et un INSA aussi à l'international, à Fès au Maroc, et nous avons également 6 partenaires. Bref, tous les INSA, de nombreux INSA sont présents sur tout le territoire. Le groupe INSA en chiffres, c'est donc le premier réseau
d'écoles d'ingénieurs français, avec 16 800 élèves ingénieurs en formation. Nous diplômons chaque année 2850 élèves, un réseau de 90 000 ingénieurs INSA dans le monde, voilà, soit un très grand groupe. Ce qui fait que notre groupe existe, ce qui nous rassemble, ce sont des valeurs communes exprimées ici autour de 3 axes fondateurs. Donc d'abord, une formation scientifique pluridisciplinaire de haut niveau, avec des enseignements d'ouverture en sciences humaines et sociales. Ensuite, des valeurs d'ouverture sociale et culturelle pour favoriser l'accès des élèves méritants de toute origine sociale, sans distinction quelle qu'elle soit, de sexe, de condition physique ou de nationalité. Enfin, une éducation humaniste pour former des ingénieurs citoyens, responsables, engagés et solidaires. C'est ce qu'on appelle le modèle INSA. Revenons sur l'INSA Lyon. Donc, nous sommes une école pluridisciplinaire qui diplôme plus de 1000 ingénieurs par an dans 9 spécialités de formation. Nous diplômons aussi des masters spécialisés et des docteurs. Nous sommes une école ouverte sur le monde extérieur avec de nombreux stages en entreprise tout au long de la scolarité, des projets en lien avec le monde industriel et une activité recherche très intense. La formation INSA intègre également les sciences humaines et sociales, avec notamment le Centre des humanités qui dispense des enseignements de langue, de communication, de sciences humaines, de management, et ça représente 20% des enseignements tout au long de la scolarité. Le Centre des sports qui associe sport et santé à travers des cours d'éducation physique et sportive, du niveau débutant au niveau expert, des cours spécialisés pour la pratique compétitive, ou encore pour des élèves ayant une inaptitude, des cours de pratique adaptée. Nous avons aussi des filières internationales qui sont accessibles dès la première année, ASINSA, MERINSA, EURINSA, SCAN. Si vous souhaitez en savoir plus sur ces filières internationales, n'oubliez pas que vous les avez peut-être déjà rencontrées, mais à l'étage inférieur, vous pourrez retrouver les stands de nombreux départements et aussi de ces filières. Idem, les filières art-études qui sont aussi, dont les enseignants sont prêts à vous recevoir. Donc les filières art-études qui permettent de concilier les études supérieures et sa passion. Le sport, une section sportive de haut niveau qui permet à de jeunes sportifs qui sont inscrits sur liste ministérielle de mener de front la poursuite de leur carrière sportive avec une carrière, enfin la préparation d'un diplôme d'ingénieur avec un cursus allongé et un aménagement d'emploi du temps aussi. Et enfin, une filière étudiant-entrepreneur qui permet en 5e année de mener à bien un projet de création d'entreprise. L'INSA Lyon est une école tournée vers l'international. Aujourd'hui, l'international est incontournable. Un ingénieur sera amené à travailler certainement en France ou à l'étranger, mais forcément dans un contexte international. Pour cela, nous avons 200 universités partenaires et nous accueillons de nombreux étudiants étrangers provenant de plusieurs nationalités. Nous sommes un campus cosmopolite. L'INSA Lyon est aussi un centre de recherche internationalement reconnu avec 23 laboratoires de recherche, de nombreuses équipes de recherche qui partagent et diffusent leur savoir et leurs travaux auprès de la communauté scientifique internationale. Nous avons 150 thèses par an et 600 doctorants tout au long de l'année qui publient dans les meilleurs journaux scientifiques. Nous sommes ici à Lyon au cœur d'un très grand campus de 100 hectares, dont 230 000 m² de bâtiments INSA. Vous avez peut-être pu le voir quand vous êtes arrivés, c'est un campus un petit peu en travaux, mais c'est dans le cadre du plan campus, un grand plan en faveur de l'immobilier universitaire, qui est un des plus importants de France. Cette transformation profonde du campus, elle a vocation à proposer un campus qui soit plus durable et plus confortable pour tous. L'INSA Lyon propose une chambre à tous les élèves qui souhaitent être hébergés sur le campus, avec 11 résidences réparties sur la totalité de campus, soit 3100 lits disponibles. Une place est réservée pour tous les élèves de première et deuxième année qui souhaitent résider sur le campus. Ce sont les résidences A et B,
qui sont pour les élèves de première et deuxième année. Si vous souhaitez visiter une chambre, c'est aussi disponible dans la visite du campus et les résidences se trouvent à l'extrême est du campus. N'hésitez pas à vous référer au plan qui vous est distribué à l'entrée de cette salle ou adressez-vous aux élèves en suite rouge si vous voulez ces documents-là. Ensuite, nous proposons le gîte et le couvert avec 4 restaurants disponibles sur le campus et le service est assuré du lundi au dimanche, soit 1 million de repas par an. La spécificité de notre école, c'est aussi qu'il y a une vie associative intense, avec une grande maison des étudiants que vous pouvez également visiter, qui est gérée par le bureau des élèves, qui fédère la vie associative avec 130 associations étudiantes et 3000 adhérents. Et pour que vous le sachiez, aujourd'hui, vous avez vu certainement croiser des élèves en suite rouge. Ce sont des élèves de première année qui sont bénévoles, qui nous font l'honneur d'être parmi nous pour vous accueillir et qui vont vous présenter, vous faire visiter, vous présenter. N'hésitez pas à vous référer à eux et on les remercie pour leur implication alors que c'est en pleine période de partiel. Je vais maintenant passer à la présentation de la formation d'ingénieur INSA. Lorsqu'on interroge les étudiants de première année qui intègrent l'INSA, on se rend compte qu'ils ont une idée assez vague de ce qu'est le métier d'ingénieur. Donc, je vous en livre une définition ici, une définition proposée par la CTI, la Commission des titres d'ingénieur, qui est une organisation indépendante qui habilite tous les établissements d'enseignement supérieur à délivrer le diplôme d'ingénieur, reconnu par l'État. Donc, ce qu'il faut en retenir, c'est que c'est un métier en constante évolution, qui s'adapte au progrès scientifique et technique, à l'évolution des besoins de l'entreprise, à la diversification du marché de l'emploi et à la demande sociétale. Les activités de l'ingénieur peuvent se trouver dans des secteurs diversifiés. Un ingénieur travaillera certainement dans un contexte international. Et en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'un ingénieur doit avoir une solide culture scientifique et un ensemble de savoirs techniques, économiques et humains. Voici l'offre de formation de l'INSA Lyon en résumé. Donc on intègre l'INSA avec un bac S ou aussi un bac STI-STL. On peut intégrer l'INSA directement en 3e année sans avoir effectué les 2 premières années de formation de l'INSA. On choisira ensuite une filière parmi celles qui sont exposées ici. Certaines sont accessibles en apprentissage. À la fin de la 5e année, l'ingénieur peut poursuivre en thèse pour avoir un diplôme de docteur avec un bac+8, mais ce n'est pas obligatoire. L'ingénieur peut rentrer dans le monde professionnel à la suite de l'INSA. La formation à l'INSA est pensée en continuum des enseignements sur 5 ans. Les types d'enseignement évoluent de la 1re à la 5e année. Les 2 premières années, on appelle ça formation initiale au métier de l'ingénieur. Donc il y a... Catherine vous le présentera plus en détail, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a des séances fondamentales qui sont les prérequis nécessaires à tout ingénieur. Et dans le second cycle, on choisit sa spécialité, et donc une part importante est faite aux sciences appliquées et techniques de l'ingénieur selon la spécialité que vous choisirez dans le département de spécialité. Et une part importante est donnée aux sciences humaines et sociales, au sport, au stage, au projet. Elle est la même de la 1re à la 5e année. À la sortie de l'INSA Lyon, les compétences de l'ingénieur INSA seront celles-ci. Donc, en quelques mots, l'ingénieur INSA a une solide base scientifique, il maîtrise un champ scientifique selon la spécialité qu'il aura choisie, il maîtrise les méthodes et outils de l'ingénieur, il s'adapte, il prend en compte les différents enjeux professionnels, il est prêt à travailler dans un contexte international et il a des valeurs humaines et citoyennes. Alors, que sont devenus nos 1051 diplômés de l'année passée? Eh bien voilà, ils sont 92% à avoir trouvé leur voie dans l'année qui suit l'obtention du diplôme. Ils trouvent un travail en moins d'1 mois et même 60% d'entre eux, un peu moins de 60% d'entre eux ont été recrutés avant même leur diplomation et 97% recommandent l'INSA pour la qualité de la formation et la vie étudiante. Et même si le marché de l'emploi leur reste extrêmement favorable, tous ne choisissent pas de continuer, de travailler. Certains décident de continuer dans les études et de poursuivre avec un master spécialisé ou avec une thèse.
Une petite note pragmatique, les frais de la scolarité, nous sommes une école publique, donc les frais ministériels, c'est 601 € par an. C'est exonéré pour les boursiers. Si vous souhaitez vous inscrire dans une filière spécifique ou sportive, une filière artistique ou sportive, il y aura un supplément à prévoir. Et voici les montants pour le logement et la restauration. Et je vais finir en vous disant que si vous souhaitez en savoir plus sur notre école, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, notamment aujourd'hui avec Instagram. N'hésitez pas à réagir. Et on est bientôt à 5000 abonnés, donc n'hésitez pas, on compte sur vous pour vous abonner aujourd'hui. Voilà, je vous remercie et je laisse la parole à Catherine Verdu, directrice du département FIMI. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, je vais vous présenter un petit peu plus précisément ce qu'on fait quand on rentre dans une école du groupe INSA, et en particulier à Lyon. Et je vais vous parler principalement des 2 premières années. Et à la fin de ma présentation, je réexpliquerai aussi le processus d'admission sur Parcoursup et comment nous recrutons, comment nous admettons nos élèves en première année et en deuxième année, puisqu'on ne peut rentrer à l'INSA en première ou en deuxième année. À la rentrée 2020, nous allons accueillir la 64e promo. Mais avant de vous dire ce que vous allez faire, je voudrais vous présenter le portrait, le visage de la 63e promo qui est chez nous aujourd'hui. Alors, on vous parle de diversité et je voudrais simplement vous montrer à travers ces chiffres que ce n'est pas un vain mot, que c'est une réalité, c'est la réalité du quotidien. Donc en première année, ils sont 842 à avoir intégré l'INSA. Parmi ces 842, bien sûr, majoritairement, ce sont des bacheliers S qui ont postulé sur Parcoursup. On a quelques bacheliers STI2D, STL qui ont été aussi admis sur Parcoursup. Mais pas que. On a aussi un certain nombre d'élèves qui vont intégrer l'INSA par des voies parallèles et principalement des élèves qui ont eu un cursus scientifique dans un pays différent de la France, donc l'équivalent d'un bac scientifique, on va dire. Donc ça peut être un bac européen, ça peut être un bac international, un bac franco-allemand, donc ça c'est les principaux, enfin pas les principaux, mais ceux qu'on connaît mieux peut-être. Et puis il y a tous les bacs étrangers d'un peu partout dans le monde. Une fois qu'on a recruté sur ces différents viviers, qui sont des viviers différents, on s'aperçoit que la mixité, elle est bien sûr internationale, puisque je vous ai dit qu'on recrutait des élèves qui proviennent d'un peu partout dans le monde. Et sur nos 842 élèves, cette année, 185 sont de nationalité étrangère, ce qui représente à peu près 22%. Ils sont de nationalité étrangère et on a 35 nationalités différentes dans nos premières années. Donc vous imaginez bien que nos élèves, nos bacheliers S, vont rencontrer toutes sortes de nationalités, toutes sortes de cultures et vont entendre parler différentes langues, à peu près plein de langues différentes. Ça, c'est la première diversité, qui est vraiment tournée à l'international. Il y en a une autre qui, pour nous, est importante aussi, c'est la diversité homme-femme, donc la diversité de genre. Et aujourd'hui, en première année, et ça fait quelques années que c'est comme ça, on a 375 filles, ce qui représente 44,5% parmi nos élèves qui sont des filles. Et ça, c'est remarquable pour une école d'ingénieurs. Toutes les écoles d'ingénieurs n'ont pas un taux aussi élevé. Et je pense que c'est une vraie richesse pour nos élèves que d'être en parité homme-femme. La diversité aussi, c'est la diversité sociale. Elle n'apparaît pas trop ici parce que c'est un peu plus compliqué de mettre ces chiffres. Mais oui, on a des élèves qui proviennent d'un peu partout, à la fois des lycées prestigieux, mais à la fois des lycées de banlieue ou des lycées ruraux. Donc on accueille toute cette diversité, des personnes qui sont boursières, qu'on va accompagner tout au long de leur scolarité. La diversité, c'est aussi des élèves qui ont des passions, qui veulent poursuivre leurs passions pendant leurs études. Donc c'est par exemple des sportifs de haut niveau, et ils sont 25 à avoir intégré l'INSA cette année. Et puis on a aussi des musiques-études, et donc ils sont aussi 24, 25 cette année à avoir intégré une section musique-études. Donc la diversité, c'est le quotidien. 842 élèves en première année, à peu près le même chiffre en deuxième année, ce qui fait à peu près 1700 élèves sur les 2 premières années de FIMI. Il est important de savoir un petit peu comment on les regroupe et
avec quelle taille on effectue nos enseignements. C'est peut-être de l'enseignement, on peut paraître pour certains, ça peut être de l'enseignement de masse, mais je vais essayer de vous montrer qu'en fait, on reste une école où l'enseignement est à taille humaine. Donc, pour les 842 élèves, on va les diviser en filières. Donc, on a d'abord la filière classique, qui représente à peu près la moitié de nos élèves. Donc, ce sont des bacheliers S, voilà, qui ont fait soit leur cursus en France, soit leur cursus à l'étranger, il n'y a pas de problème. Ensuite, ils sont divisés en ce qu'on appelle des lanières. Donc des lanières, c'est à peu près 100 élèves, et c'est à peu près la taille des amphithéâtres. Donc on aura des amphis, des cours d'amphi à 100 élèves maximum. Ces lanières sont ensuite subdivisées en groupes classes, et le groupe classe, c'est 24 à 25 élèves. Donc, dans les enseignements, je vais dire à peu près traditionnels, autres que le cours d'amphi, on est au maximum 25 élèves. Donc on a des groupes classes à 25, et quand on va faire de l'enseignement pratique, donc on a des travaux pratiques, on a beaucoup d'enseignements pratiques, on va tomber à des groupes classes qui sont entre 12 et 25 élèves en fonction du niveau de sécurité dont on en a besoin, bien évidemment. Les cours de langue aussi. Les cours de langue sont faits avec des effectifs petits, et ça oscille entre 12 et 16 élèves. 16, c'est le grand maximum pour le cours de langue. 12, c'est lorsqu'on a des langues qui sont moins demandées, et voilà. Donc c'est entre 12 et 16 élèves. Donc l'enseignement, il est quand même à taille humaine. On a donc la filière classique. Parallèlement à ça, on a des filières internationales. Donc on vous les a présentées. Donc dans ces filières internationales, à Lyon, on en a 4. Mais dans toutes les écoles, dans tous les INSA du groupe, on a au moins une filière internationale. Nous, on a la chance d'être grand, donc on peut en offrir 4 dans les écoles qui sont un peu plus petites. Bien évidemment, ils pourront en offrir 1 ou 2. Tout dépend de la taille de l'école. Donc dans ces filières internationales, c'est pareil, on va voir, elles sont constituées de 3 ou 4 groupes classes en fonction de ces filières. On a ensuite une filière qui est la filière SHN, qui est la filière des sportifs de haut niveau, puisque eux, ils ont un aménagement de scolarité qui leur permet à la fois d'allier leurs études scientifiques de haut niveau et à la fois leurs projets sportifs de haut niveau aussi. Donc généralement, ils font leurs 2 premières années en 3 ans. Et quand ils vont rentrer dans un domaine de spécialité, ils ont aussi la possibilité d'aménager leur cursus et de le faire non pas en 3 ans, mais en 4 ans. On a une dernière filière qui est la filière FAS, qui est en fait la filière qui va accueillir nos élèves qui sont des bacheliers STI 2D, STL. Donc voilà un petit peu comment on répartit nos élèves. Vous avez vu aussi qu'on a des sections artistiques, et ces sections artistiques, on va les retrouver dans la filière classique. Donc en première année, on a musique-études, et en deuxième année, on a 3 autres sections artistiques qui s'ouvrent, c'est art plastique-études, théâtre-études, danse-études, et à partir de la rentrée prochaine, on aura cinéma-études qui va ouvrir pour notre deuxième année. Je voudrais faire un petit focus sur la formation internationale. On vous en a parlé. Pour nous, c'est très important. Un futur ingénieur ne peut pas avoir une formation à l'international. Et cette formation à l'international, c'est bien évidemment des cours de langue et des cours d'interculturalité, mais pas que. C'est aussi se confronter à d'autres cultures et à travailler dans un milieu déjà interculturel. Et ça, on peut le faire grâce à nos filières internationales, puisque vous voyez que nos filières internationales, elles accueillent entre 50 à 80% d'élèves français, ou du moins d'élèves qui ont été admis sur Parcoursup, et 20 à 50% d'étudiants étrangers qui proviennent d'une zone géographique du monde particulière pour les filières Amerinsa, Asinsa et Eurinsa. Pour Amerinsa, on va accueillir plutôt des élèves qui viennent d'Amérique latine. Pour Asinsa, ce sont des étudiants asiatiques, mais principalement Chine et Vietnam. Pour Eurinsa, comme son nom l'indique, comme on peut le deviner, ce sont des étudiants européens qui vont être parmi nos élèves français. La filière SCAN, c'est une filière internationale aussi, qui est un petit peu différente des 3 autres. On va accueillir quelques élèves étrangers, pas en très grand nombre, mais quelques élèves étrangers qui ne proviennent pas d'une zone géographique du monde particulière, mais plutôt des élèves qui sont anglophones et qui ont suivi un parcours de type anglo-saxon. Dans cette filière-là, tous nos étudiants français qui vont intégrer cette filière-là doivent avoir un niveau d'anglais suffisant, puisque tous les cours sont dispensés en anglais. C'est la filière anglophone de l'INSA Lyon.
Travailler en milieu interculturel, se confronter à d'autres cultures, par essence, c'est dans les filières internationales. Mais même dans la filière classique, c'est aussi le cas, puisqu'aujourd'hui, nos filières classiques accueillent 10 à 15% d'étudiants étrangers qui viennent de certaines parties du monde, mais ce sont plutôt des étudiants étrangers francophones. Pour nous, c'est important de garder cette mixité et d'accueillir des élèves étrangers parce que ça va aider nos futurs élèves à se confronter à d'autres cultures et à être capables, après, en tant qu'ingénieur, à travailler en milieu international, avec l'international, à l'international, pour l'international. Donc, démarrer dès la première année, c'est important. Et puis, d'un autre côté, c'est aussi une ouverture, puisque nous, ce qu'on veut, ce sont des élèves, des étudiants et des futurs ingénieurs qui soient ouverts sur le monde, et ça, ils participent. Maintenant, je vais vous parler un petit peu plus précisément de ce qu'on fait lorsqu'on intègre l'INSA en première année ou en deuxième année. On appelle les 2 premières années formation initiale au métier d'ingénieur. Pourquoi on a choisi ce nom-là? C'est simplement pour vous expliquer que dès le moment où vous rentrez à l'INSA, dès la première minute, pour nous, vous êtes des élèves ingénieurs. Vous n'êtes pas sur ce qu'on peut appeler une prépa ou une prépa intégrée. On ne vous prépare pas à un concours. On vous forme dès les premiers instants à votre futur métier. Et notre formation, elle est vraiment pensée comme ça, pour former un ingénieur qui puisse s'adapter à tous les métiers, à tous les domaines de formation, etc. Bien évidemment, il va falloir vous donner une formation de base scientifique et technique solide. Donc oui, les 2 premières années sont une formation de tronc commun, de façon à vous donner cette solidité dans votre futur métier. Ce n'est pas seulement une formation de haut niveau scientifique et technique, c'est aussi une formation humaine. On vous l'a dit, on a une autre valeur qui est l'humanité. Et on veut former des ingénieurs responsables, citoyens, qui soient capables de comprendre le monde qui les entoure, qui soient capables de faire des choix éclairés et de prendre des décisions et qu'ils comprennent bien que lorsqu'ils prennent un choix, quel impact ça peut avoir sur la société qui les entoure et sur l'environnement. Pour nous, notre formation, c'est d'abord ça, en chimie, mais c'est aussi une formation qui essaye de développer. Vous allez commencer à développer votre autonomie, continuer à vous développer du point de vue personnel et à cultiver votre ouverture d'esprit. Donc, vous ouvrir encore plus. Vous avez peut-être déjà une culture générale importante. Vous êtes peut-être déjà très intéressé par plein de choses différentes. On va continuer à essayer de vous ouvrir vers ce monde qui est pluriel. En même temps, et cette ouverture d'esprit, vous allez bien sûr l'avoir au travers des différents enseignements qu'on va vous dispenser, mais aussi à travers toute la richesse des associations, de la vie associative que vous trouverez sur le campus. Pour nous, c'est important que vous continuiez à vivre et que vous continuiez à avoir des activités extrascolaires, qu'elles soient sportives, qu'elles soient culturelles, qu'elles soient humanitaires, qu'elles soient scientifiques. Certains ont des activités scientifiques, peu importe. On sait qu'à travers ces activités, vous progressez, vous évoluez, vous allez acquérir des compétences qui pour nous sont essentielles pour le futur ingénieur que vous serez. Pendant ces 2 années, on va essayer aussi, à travers un certain nombre d'activités, essayer de vous aider à bâtir votre projet de formation et votre projet professionnel, et en particulier de choisir quelle est la spécialité qui vous intéresserait le plus et dans quel domaine vous souhaitez professer à la sortie de vos études. Alors, comment on fait ça? Donc, quand vous êtes en classe avec nous, on a bien sûr, comme dans le monde du supérieur, des cours en amphithéâtre. Donc ça, c'est un peu nouveau pour la plupart d'entre vous. Je vous l'ai dit, ces cours d'amphithéâtre, ça ne doit pas vous faire peur. Ils sont à taille humaine, c'est maximum 100 élèves, entre 75 et 100 élèves. On a bien sûr ce que nous, on appelle dans l'enseignement supérieur des travaux dirigés. Donc c'est clairement ce que vous vivez actuellement au lycée. Donc c'est à peu près l'ambiance que vous avez au lycée. La façon dont on enseigne, ça peut être de l'enseignement un peu traditionnel, qui est très descendant, de l'enseignant vers l'élève,
Mais on a aussi développé depuis plusieurs années des pédagogies dites actives, où là, c'est l'élève qui est vraiment au cœur de sa formation, de son enseignement et de son apprentissage. Donc, ce sont des pédagogies par projet, donc on a pas mal de projets tout au long du cursus. Plus vous allez monter dans les années, entre la première et la cinquième année, vous allez voir que la part projet va prendre une part de plus en plus importante. On fait de l'apprentissage par problème, on fait de la classe inversée, on a aussi, dès le FIMI, des projets d'initiation à l'ingénierie pour que vous puissiez comprendre un petit peu plus, vous projeter sur ce qu'est le métier d'ingénieur. Une formation solide en sciences et en technique, c'est très important, mais ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est le sens du concret. Et donc, on a une formation, et ça, c'est une force des écoles INSA, c'est la formation pratique qui est dispensée. Donc, on a une part d'enseignement de travaux pratiques et de projets qui est relativement conséquente, et ce, dès la première année. En particulier, vous allez voir, quand vous rentrez dans le département FIMI, pas forcément tout de suite en première année, mais dès la deuxième année, on va vous mettre sur des machines-outils et vous allez fabriquer de vos mains des objets. Pas seulement, mais vous allez en fabriquer. Je vous ai parlé d'un socle commun, donc on a des filières, mais toutes ces filières, quelle que soit la filière que vous avez choisie, vous avez un socle commun qui a à toutes les filières. Donc un socle commun en sciences et en sciences de l'ingénieur. Donc oui, on est quand même une école scientifique, donc oui, vous aurez un enseignement de mathématiques, oui, vous aurez de la physique dans différents champs, électricité, optique, mécanique, ondes, etc. Vous aurez aussi des outils mathématiques pour les sciences de l'ingénieur. Vous allez découvrir un nouveau domaine qui est la thermodynamique, de la chimie. Vous aurez de l'informatique, le numérique. Le monde du numérique est essentiel pour nos futurs ingénieurs. Et vous allez commencer les sciences de l'ingénieur qui pour nous sont importantes, telles que la conception et la production. J'en ai déjà parlé. Donc vous allez fabriquer. Ça, c'est le côté sciences et sciences de l'ingénieur. Côté humanité, vous avez à peu près 20% de vos enseignements, c'est pas à peu près, c'est minimum 20% de vos enseignements qui sont des enseignements qui sont tournés autour des humanités au sens large. Donc les humanités, pour les premières années et les deuxièmes années, ça va être d'abord culture, sciences et société. Donc il n'y a plus de cours de français, il n'y a plus de cours de philosophie tel que vous avez pu le vivre au lycée. Vous avez un enseignement qui plutôt essayer de vous positionner, vous, en tant qu'élève et en tant que futur ingénieur, dans cette société, et quel est le rapport entre les sciences, la technique et la société. Bien sûr, vous allez continuer les langues. On vous l'a dit, l'international est important, donc vous aurez une langue vivante obligatoire qui sera principalement l'anglais. Si vous êtes excellent en anglais, que vous avez atteint un niveau d'anglais suffisant, vous pourrez être dispensé d'anglais et avoir une autre langue. Mais pour la majorité de nos élèves, c'est d'abord l'anglais. Une langue vivante 2 pourra être suivie si vous intégrez une filière internationale, je vais y venir après, et ensuite, de toute façon, la langue vivante 2 sera obligatoire dès que vous intégrerez un département de spécialité. Donc oui, il y a une obligation de suivre au moins 2 langues dans votre cursus pour devenir ingénieur. Le sport, on vous a dit le sport, c'est une de nos valeurs aussi. Le sport, c'est obligatoire de la première à la 5e année. Et tous nos élèves suivent du sport. Le sport, ce n'est pas simplement une pratique sportive, c'est quelque part, on va développer des compétences au travers de l'activité sportive, des compétences qui seront très importantes pour l'ingénieur. C'est d'abord une compétence de connaissance de soi, et c'est aussi une compétence d'interaction avec les autres. Comme le sport comme ces compétences, elles sont fortement développées dans le sport, il est bien évident que tous nos élèves doivent suivre le sport, y compris les élèves qui sont normalement dispensés d'activités sportives. Du coup, l'INSA a développé toute une pratique de sport adapté. Donc on s'adapte à l'élève en fonction de son incapacité. On va lui proposer tel ou tel sport qui est compatible avec son incapacité, voire on peut aller jusqu'à simplement de la sophrologie. Mais tous nos élèves, de toute façon, auront un cours de sport. À côté de ça,
Les 2 premières années sont aussi des années où on va vous apprendre à travailler, on va vous apprendre à apprendre, on va vous donner des outils. Donc ça peut être des outils et méthodes de l'ingénieur, comme les outils numériques et la recherche documentaire. Mais à travers tous les enseignements, on va aussi vous apprendre à apprendre. Quand vous serez ingénieur, vous serez peut-être spécialiste dans un domaine, mais très vite, vous allez vous rendre compte qu'il va falloir travailler avec d'autres personnes, qu'il va falloir dialoguer, échanger avec d'autres disciplines. Donc, il est important que très rapidement, vous soyez confrontés à ce que nous, on appelle la pluridisciplinarité, la transdisciplinarité. Donc, on met en place des enseignements dits transversaux. Dès le département FIMI, vous allez avoir un enseignement transversal relativement conséquent, qui est un projet d'initiation à l'ingénierie. Donc, sur un thème donné, par groupe d'élèves, vous allez aller de la conception à la fabrication d'un objet, qu'il soit réel ou virtuel. Vous allez donc avoir à travailler, avoir besoin de disciplines différentes, et notamment, vous allez aussi regarder cette fabrication d'objets sous un angle un peu particulier, qui est l'angle humanité. Finalement, cet objet-là, ou du moins la thématique de cet objet que vous allez fabriquer, quel impact ça a avec la société. Enfin, on s'intéresse, dès que vous arrivez, à votre professionnalisation, et donc pour nous, c'est important que très rapidement, vous baigniez dans le monde professionnel. Donc à l'issue de la première année, vous aurez un stage obligatoire de 4 semaines. Et ensuite, vous aurez des stages tout au long de vos cursus, alors pas en 2e année, mais en 3e, 4e, 5e année. Et donc, ça dépend des spécialités, ça peut être de 3 mois, 6 mois, et ça dépend du département de spécialité. Donc, stage de découverte obligatoire dès la fin de la première année. Donc ça, c'est le socle commun. On a des filières, donc ça veut dire que dans chacune de ces filières, on va renforcer certains aspects. Donc si on prend les filières internationales, on en a déjà parlé, on va nécessairement renforcer l'aspect interculturel international. Donc on le renforce de quelle manière? En offrant la possibilité d'avoir une ELV2 dès la première année, en ayant des modules et des projets interculturels ou des cours de culture étrangère. Et on va aussi le renforcer avec le stage, puisque nos élèves qui ont été admis sur Parcoursup, qui ont intégré une filière internationale à Merinsa, Asinsa ou Orinsa, auront obligation de faire leur stage à l'étranger. Alors, ça, c'est la spécificité des filières internationales. Côté filière classique, on pourrait dire elle n'a pas de spécificité. Si, en fait, on s'aperçoit qu'on a quand même un peu d'optionnel, et donc on va avoir un renforcement sur cette filière-là, sur la connaissance de l'entreprise. On aura aussi un petit renforcement sur le rapport ingénieur et société, puisqu'on met en place un cycle de conférences obligatoire ingénieur et société. Dans cette filière classique, je vous l'ai dit, c'est dans cette filière que seront les sections artistiques. Donc pour ceux qui sont intéressés, ils pourront aussi avoir un renforcement du point de vue artistique par de la pratique artistique, qui est généralement encadrée par des professionnels des arts, plus un module d'histoire de l'art. La spécificité ou les spécificités de la filière sportive de haut niveau, évidemment, dans un premier temps, c'est le sport, on le comprend bien, mais c'est aussi connaissance de l'entreprise. Et enfin, la dernière filière, qui est la filière FAS, on va mettre l'accent plutôt sur les projets transversaux, puisque c'est une population, c'est des élèves qui ont, peut-être encore plus que les bacheliers S, besoin de se raccrocher au concret. Donc on va faire un peu plus de projets transversaux avec ces élèves-là. Avant de parler des dispositifs d'accompagnement, j'en ai pas parlé, mais bien évidemment, on vous forme et on vous évalue. Donc, vous allez avoir des évaluations. Le modèle INSA, c'est une évaluation en contrôle continu. Donc, à l'INSA, vous rentrez à l'INSA et à partir de mi-octobre, vous rentrez à peu près à mi-septembre, et à partir de mi-octobre, vous allez avoir des évaluations tout le temps, toutes les semaines, et pratiquement jusqu'au bout de l'année. Donc, on est vraiment sur un processus de contrôle continu. On vous parle de partiels, en fait, ce n'est pas véritablement des partiels, puisque ces évaluations de fin de semestre, ce sont plutôt des évaluations de fin de semestre, c'est une note parmi tant d'autres. Donc c'est bien une moyenne de toutes les évaluations que vous avez eues tout au cours du semestre.
Là, quand vous rentrez à l'INSA, vous rentrez dans le monde du supérieur. Que vous intégriez l'INSA ou que vous intégriez une autre école du supérieur, vous allez vite vous rendre compte qu'il y a une marche entre ce que vous avez vécu au lycée et ce que vous allez vivre dans le supérieur. Une marche du point de vue des exigences que l'on a, et puis on va vous demander d'être beaucoup plus autonome, d'être beaucoup plus adaptable. Et ça, c'est de l'apprentissage. Ce n'est pas toujours facile, et vous n'êtes pas tous égaux face à cette difficulté-là. Pour nous, à l'INSA, en tout cas, notre objectif, c'est que tous nos élèves qui rentrent en première année soient diplômés en 5 ans, 6 ans, 7 ans, peu importe. Vous pouvez mettre un peu plus de temps que d'autres, mais arriver à vous amener à une diplomation. Donc pour ça, on va mettre en place plusieurs dispositifs d'accompagnement pour essayer de vous aider chaque fois que vous rencontrez une difficulté. Le premier dispositif d'accompagnement, et je pense que c'est important d'en avoir conscience, et pour moi il est essentiel, le premier dispositif d'accompagnement, ce sont les élèves eux-mêmes. Ici à l'INSA, on cultive la solidarité, on cultive l'entraide. Et la première aide que rencontrent nos élèves quand ils rentrent en première année, c'est leurs camarades de classe, les camarades des autres filières, les camarades des années 2, 3, etc. Donc vraiment, on n'est pas dans un esprit compétitif et on essaye de s'élever tous ensemble. Ça, c'est la première aide. La deuxième, bien sûr, il y a des aides institutionnelles et des accompagnements institutionnels. Donc on a mis depuis plusieurs années un enseignant référent qui va suivre à peu près une centaine d'élèves. Donc c'est à l'échelle de la lanière ou de la filière. Donc cet enseignant référent, il essaye de voir, de détecter si des élèves rencontrent des difficultés, qu'elles soient scolaires, qu'elles soient personnelles, qu'elles soient d'adaptation. Et il va essayer de le conseiller et en tout cas de le diriger vers d'autres services peut-être plus appropriés pour répondre et pour essayer d'apporter une réponse à ces difficultés. Donc, quand on rencontre des difficultés scolaires, on a plusieurs dispositifs. Donc, le premier, c'est du soutien scolaire qui est dispensé par les enseignants. Il n'est pas en grand nombre d'heures, mais il existe. Ensuite, on peut apporter aussi une aide. Donc ça, c'est les enseignants qui animent ces ateliers méthodologiques. Donc, parfois, ce n'est pas des problèmes de compréhension, c'est des problèmes de méthode. Donc, il va falloir les aider à trouver la bonne méthode pour eux. Il n'y a pas une méthode miracle, mais la bonne méthode pour arriver à réussir dans leurs études. Et lorsque le besoin est encore un peu plus important, on met en place du tutorat passerelle. Et le tutorat passerelle, c'est une aide scolaire qui est dispensée par des élèves qui sont en département de spécialité auprès des élèves de première année ou de deuxième année qui rencontrent des difficultés scolaires. Donc là, on voit encore le côté solidarité. Parallèlement à ça, on peut avoir des problèmes d'adaptation. Donc je vous en ai parlé un petit peu par rapport aux méthodes scolaires, mais ça peut être simplement des adaptations à leur nouvelle vie. On a des élèves qui viennent d'un peu partout du monde entier. On a des élèves qui viennent des 4 coins de la France, qui sont français, mais qui viennent des territoires ou des départements d'outre-mer. Ils sont loin de leur famille, ils sont loin de leurs amis, et ce n'est pas toujours facile de s'adapter dans un nouvel environnement. Puis le supérieur, ce n'est pas si simple que ça. Donc certains vont s'adapter très très vite et sans problème, d'autres mettront un peu plus de temps. Et donc on met en place aussi un certain nombre de dispositifs pour les accompagner, pour les aider. Donc on a des ateliers de gestion du temps pour ceux qui ont du mal à s'organiser. Quand on a quitté papa et maman, il faut bien sûr aller en cours, il faut travailler, il faut s'occuper. Alors, heureusement, à l'INSA, ils ont le gîte et le couvert, donc ils n'ont pas à se préoccuper de savoir quoi faire à manger le soir, mais ils doivent quand même passer à la laverie, donc s'occuper de leur linge, etc. Faire des courses, avoir une vie extrascolaire. Et certains de nos élèves ont parfois du mal à s'organiser, organiser leur temps pour qu'ils puissent réussir leurs études. Donc on a des ateliers de gestion du temps, gestion du stress, on a quelques étudiants qui sont stressés, et puis gestion de l'alimentation. Ça peut vous paraître bizarre, en fait non. Quand on quitte le cocon familial, des fois on prend des habitudes alimentaires qui ne sont pas forcément très bonnes pour être efficaces dans les études. Et puis c'est surtout aussi, on peut aussi penser ça vis-à-vis de nos élèves étrangers.
On a des élèves étrangers qui viennent d'un peu partout dans le monde. En particulier, même parmi nos élèves français, et j'insiste, on a des étudiants qui viennent des DOM. Quand ils arrivent chez nous, le mois de novembre est terrible. Ils sont dans des contrées où il fait toujours chaud, où ils ont de la pluie, mais il y a quand même beaucoup de soleil. Là, novembre, à Lyon, il pleut, il fait froid, il y a du brouillard. Voilà, donc il faut les aider pour ça. Et l'alimentation, travailler sur l'alimentation avec eux, c'est aussi un moyen de leur dire, pour passer l'hiver, il faut aussi s'alimenter de manière correcte. Et puis c'est un moyen aussi de discuter avec eux, de les aider. Puis c'est aussi la gestion de l'alimentation, c'est par rapport aux évaluations, le rythme qu'on a, que le rythme qui est soutenu. Pour cet accompagnement, on a des dispositifs d'accompagnement, des services spécialisés. Donc, je vous ai parlé des étudiants, je vous ai parlé des enseignants, mais à côté de ça, on a aussi des professionnels. Donc, on a un service d'accompagnement personnalisé qui s'appelle le service CAP, pour lequel on a des conseillères d'orientation, psychologues, qui peuvent aider nos élèves par des entretiens individuels ou par des entretiens collectifs, soit lorsqu'ils rencontrent des problèmes de méthode, des problèmes d'adaptation, mais aussi tout problème personnel qui surgit dans leur vie. Et qui peut aussi les aider quand ils se posent des questions sur leur projet professionnel, les aider à faire un choix sur la spécialité, à leur projet professionnel, ou à se réorienter dans le cas où ils se trouvent en situation d'échec. Quand certains élèves se posent des questions et ne comprennent pas bien ce qu'est, ou ont du mal à se projeter sur le métier d'ingénieur, on peut mettre en place un mentorat, et ça c'est l'Institut Gaston Berger qui l'a développé. Donc il met en relation des élèves avec des ingénieurs en activité et qui les coach, qui les voit de manière régulière et qui discute avec eux. Ça peut être aussi un tutorat enseignant. Sur le campus et à l'INSA, on a la chance d'avoir un service médical de prévention et un service social. Donc, dès que vous avez des problèmes médicaux, des problèmes sociaux, n'hésitez pas à les frapper à ces portes-là. Et enfin, on a une cellule handicap avec une personne à temps plein pour nos élèves qui est là pour nous aider à mettre en place tous les dispositifs afin que nos élèves en situation de handicap, qu'elles soient temporaires ou permanentes, puissent travailler, apprendre, se former dans des conditions optimales par rapport à leur situation. Le taux de réussite, je vous l'ai dit, chaque élève qui rentre en première année, notre souhait, c'est qu'il passe en deuxième année. La réalité, ce n'est pas tout à fait ça. Malgré tout, c'est une question qu'on nous pose souvent, donc on vous met les chiffres. Donc là, je vous mets le taux d'admission en deuxième année pour un élève qui a été admis en première année via Parcoursup. Et on voit que ce taux d'admission, il est de 89%. Donc 89% de nos élèves qui ont été admis en première année vont passer en deuxième année et très probablement en troisième année, quatrième et cinquième année. Après, on a un petit pourcentage, 3% qui vont redoubler. Et puis ensuite, on a un autre pourcentage. Donc on a 2% d'élèves qui vont démissionner en cours d'année. Clairement, les démissions, c'est des erreurs d'orientation. Et on a 6% d'élèves qui, malheureusement, ne nous ont pas prouvé qu'ils avaient les capacités pour devenir ingénieurs INSA. Et donc, pour lesquels on va prononcer une exclusion. Donc, ils sont à peu près 6%. Quand on rentre en deuxième année, vous voyez que ce taux d'échec diminue fortement, puisque finalement, on n'a plus que 1,5% qui vont démissionner ou qui vont être exclus à l'issue de la deuxième année. On aura des redoublements, mais ce n'est pas très grave. Il y en a qui mettent un peu plus de temps, mais ce n'est pas très grave. Je le mentionne maintenant, je vous l'ai dit, la diversité, c'est aussi la diversité sociale. Et donc, bien sûr, parmi nous, on a des élèves qui ont des situations financières qui ne sont pas toujours faciles. Donc oui, il y a des dispositifs de bourse qui existent. Donc je les balaye un peu tous. Donc bien sûr, le premier dispositif de bourse, c'est le dispositif de l'enseignement supérieur, donc qui est donné par le Crous. Vous pouvez bien sûr avoir accès à des prêts étudiants. Vous pouvez bien sûr avoir accès à des aides au logement pour vous aider à payer votre chambre. Donc ça, c'est national. Vous avez aussi, il peut y avoir, dans certains cas, des aides au mérite pour certains lycées ou pour des étudiants étrangers.
On vous a dit la formation à l'international est indispensable et donc forcément, je ne sais plus si on vous l'a dit aujourd'hui, maintenant, mais la mobilité internationale de nos élèves est obligatoire. Ça veut dire que tout élève qui fait sa formation à l'INSA devra partir, à un moment donné, dans son cursus, devra partir à l'étranger. Donc ça peut être en 2e année, ça peut être en 3e année, en 4e année, en 5e année, peu importe, c'est lui qui va le construire avec son département de spécialité, avec son projet de formation et son projet professionnel. Ça peut être partir en échange dans une université partenaire, passer 6 mois donc dans une université ou 1 an. Ça peut être faire un stage à l'étranger, ça peut être son projet de fin d'études. Donc il y a plusieurs formes, mais vous serez amené à partir à l'étranger. Et on est bien conscient que cela a un coût. Donc la région Auvergne-Rhône-Alpes a mis en place une aide à la mobilité internationale dont vous pouvez bénéficier. L'INSA et la Fondation ANSA a aussi développé d'autres systèmes de bourses quand ceux-là ne sont pas suffisants pour aider nos élèves. Et donc il y a ce qu'on appelle les bourses CAPEL, qui sont des bourses sociales d'accueil sur critères sociaux. On a la bourse Berger, qui est une bourse d'aide à la mobilité internationale qui vient en supplément de la bourse de la région. Et puis depuis cette année, on a une bourse supplémentaire ou une aide supplémentaire qui est une aide d'installation de 500 € qui est donnée à tous nos élèves admis en première année qui étaient donc boursiers lorsqu'ils étaient au lycée. Et je l'ai dit, on a aussi un service social qui peut vous aider dans vos démarches. Donc voilà, j'ai un petit peu présenté ce qu'est le département FIMI. Et essayer de vous convaincre, c'est déjà une formation d'ingénieur. Bien sûr, je pourrais répondre à vos questions à l'issue de ma présentation, si vous avez des points particuliers sur lesquels vous voulez que je revienne. Là, je vais simplement rentrer et vous rappeler un petit peu le processus d'admission sur Parcoursup, donc les grands principes du recrutement, et je préciserai un petit peu plus nos critères d'admission pour rentrer à l'INSA. Donc le processus de recrutement en première année, en 2e année et en 3e année, c'est un recrutement groupe INSA. Donc ce n'est pas chaque école qui va avoir son processus de recrutement, c'est collectif. Et donc d'une manière générale, la diversité que l'on rencontre à l'INSA Lyon, dont on vous a parlé depuis tout à l'heure, elle existe dans toutes les écoles. Donc oui, pour toutes les écoles du groupe INSA, vu que c'est un recrutement groupe, on aura cette diversité partout. Les candidatures, ces candidatures de mi-janvier à mi-mars pour les années 1, 2, 3. Pour les classes prépa en 3e année, la candidature, elle se fait du 10 décembre au 14 janvier, donc c'est terminé. Le recrutement, je vous l'ai dit, il est commun à toutes les écoles du groupe en 1e, 2e et 3e année. Pour la 4e année, ce recrutement est possible, on peut rentrer en 4e année, mais c'est un recrutement spécifique aux écoles. Il est aussi spécifique aux écoles lorsqu'on rentre en 3e année sur les filières par apprentissage. On vous a beaucoup parlé des filières internationales et des sections à thème. Attention, je vais le redire après, ces filières internationales et ces sections artistiques ou ces sections à thème, elles viennent dans un second temps. Il faut d'abord être admis à l'INSA et ensuite on vous admettra ou pas dans une de ces filières ou dans une de ces sections à thème. Et je vais vous expliquer un petit peu comment ça marche. Alors, je vais d'abord me focaliser sur les bacheliers S et je parlerai un petit peu des bacheliers STU2D, STL après. Donc pour les bacheliers S, si vous faites un bac S, que vous soyez dans un lycée français à l'étranger ou que vous soyez dans un lycée français en France, vous n'avez qu'une voie possible, c'est Parcoursup. Donc vous devez vous inscrire sur Parcoursup. Vous devez vous acquitter de frais de candidature de 95 €. Je rappelle, c'est gratuit pour les boursiers du lycée. Vous faites un dossier unique pour l'ensemble des écoles du groupe. Donc il y a 14 écoles, donc vous faites un seul dossier pour ces 14 écoles. Ensuite, quand vous aurez validé votre vœu, groupe INSA, vous aurez à saisir les notes de première et de terminale directement sur l'application. Attention, il y a une partie de la saisie qui est faite par vous et une partie de la saisie qui est faite directement par le lycée.
Le candidat peut faire, vous savez tous que le candidat peut faire 10 vœux aujourd'hui. Et parmi ces 10 vœux, le groupe INSA en compte un. Même si on a 14 écoles, même si on a 14 vœux, ça ne compte que pour un seul vœu parmi les 10 vœux. Depuis 2 ans, on a un double diplôme qui existe à l'INSA Rennes et à l'INSA Toulouse, qui est un double diplôme Sciences Po ingénieur. Pour ce double diplôme, c'est un vœu à part. Donc là, c'est un deuxième vœu. Donc c'est un autre vœu parmi les 10 vœux. Donc si vous êtes intéressé par ces formations-là, attention, faites bien un vœu supplémentaire sur ces 2 sections-là. Et c'est pareil, c'est un vœu pour les 2 écoles. Donc vous n'avez pas à faire 2 vœux, un pour l'INSA de Rennes et un pour l'INSA de Toulouse. Moi, ce que je peux conseiller, c'est que pour maximiser vos chances de rentrer dans une école du groupe INSA, bien évidemment, vous avez intérêt de cocher un maximum d'écoles du groupe et pas seulement une seule école. Plus vous avez d'écoles, plus vous avez une chance d'entrer dans le groupe. Alors, je vais passer pour Sciences Po Rennes. Si vous avez des questions, j'y reviendrai, parce que c'est quand même très spécifique. En revanche, ce qui est commun à l'ensemble des écoles du groupe, je vous l'ai dit, c'est les sections art études. Et vous voyez qu'elles existent dans toutes les écoles du groupe. Certaines sont ouvertes, beaucoup sont ouvertes en première année. Donc, par exemple, à Rennes, on voit qu'on a énormément de sections artistiques qui sont ouvertes dès la première année. À Lyon, on a l'impression qu'il n'existe que musique-études et sport-études. En fait, il existe d'autres sections artistiques, simplement, elles vont s'ouvrir en 2e année. Elles sont possibles uniquement pour nos élèves de 2e année. Donc, quand vous êtes intéressé par une section artistique, renseignez-vous sur l'établissement pour voir s'il l'offre dès la première année ou s'il l'offre ensuite. Généralement, il l'offre ensuite. Les filières internationales, donc à Lyon, on en a 4. Mais vous voyez que dans toutes les écoles du groupe INSA, il y a une ou plusieurs filières internationales qui dépendent de la taille de l'établissement. Donc si vous êtes vraiment intéressé par ce côté interculturel et international, vous pouvez aussi le développer dans les différents INSA du groupe. Alors, une petite nouveauté, ça c'est vraiment spécifique, c'est nouveau cette année en 2020. Donc jusqu'à présent, je vais parler un petit peu des sports-études. Donc les sports-études, la filière sport-études, c'est une filière qui est vraiment ouverte pour des sportifs de haut niveau. Donc ça veut dire que nos sportifs qui intègrent cette filière sport-études sont des sportifs qui sont inscrits sur liste ministérielle ou qui ont un niveau sportif très reconnu. Donc pour pouvoir les intégrer dans la section sportive de haut niveau, il nous faut bien sûr étudier le dossier scolaire, mais il nous faut aussi étudier le dossier sportif. Donc, quand vous voulez intégrer une section sportive de haut niveau, vous avez un double dossier à faire, donc un dossier sportif et bien sûr le dossier scolaire qui est le même que pour tous les autres étudiants. Depuis cette année, il y a une nouveauté, c'est qu'on va essayer d'avoir des artistes de haut niveau et donc de procéder de la même manière, de manière similaire, pas tout à fait la même manière, mais de manière similaire que les sportifs de haut niveau. Donc, il faudra renseigner un dossier artistique pour avoir ce statut artiste de haut niveau. Donc vous aurez un double dossier à faire. Mais c'est spécifique ici à ces 2 sections. Calendrier Parcoursup, je pense que vous le connaissez bien pour ceux qui sont en terminale. 22 janvier au 12 mars, vous allez pouvoir faire vos vœux. À partir du 12 mars, vous n'avez plus la possibilité de rajouter des vœux après cette date. Mais vous avez toujours la possibilité jusqu'au 2 avril, dans les vœux groupes comme nous, de rajouter ou de supprimer des écoles, donc des sous-vœux dans ce vœu-là. Le 2 avril, c'est terminé. Donc là, vous avez le temps, c'est vous qui travaillez. Et à partir du 2 avril, c'est nous. Le 2 avril, Parcoursup va nous faire passer la liste des candidats. Effectivement. Et donc, nous, on va étudier les dossiers. Et c'est à partir de là qu'on va établir une liste qu'on va faire remonter à Parcoursup. Et c'est à partir de cette liste-là que vous aurez un certain nombre de propositions d'admission ou pas, à partir du 19 mai jusqu'au 17 juillet. Je vous rappelle, comme pour les années précédentes, il y a un petit arrêt pendant les épreuves du bac. Donc du 17 au 24 juin, plus rien ne se passe. Alors, comment on recrute? Si je m'intéresse au bac S,
Peut-être que ça, c'est intéressant aussi pour vous, quand vous allez faire vos vœux sur Parcoursup, et en particulier les sous-vœux, c'est d'avoir à l'esprit le nombre de places qui est offert dans les différentes écoles du groupe INSA. Bien sûr, l'INSA Lyon, c'est la plus grosse école, et elle offre 690 places pour les bacheliers S. Mais vous voyez que vous avez plein de places qui s'ouvrent dans les autres INSA et dans les écoles partenaires, et au total, pour le groupe, on a 2200 places pour les bacheliers S. C'est un recrutement de groupe. Comment on procède? Donc, nous, qu'est-ce qui nous intéresse dans votre dossier? Donc, d'abord, le dossier scolaire. On va prendre en compte les moyennes que vous avez en maths, en physique, en LV1, LV2 et français en première, sur les 3 trimestres de première. La même chose sur les 2 trimestres de terminale, sauf le français, puisque vous n'avez plus de français en terminale. Ces moyennes que vous allez nous renseigner, on ne va pas les prendre brutes, parce on sait très bien qu'un 12 dans une classe, ça n'a pas la même signification que dans une autre classe, et que ça n'a pas la même signification que dans un autre lycée. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons harmoniser ces moyennes. Alors, comment nous harmonisons ces moyennes? Comment on essaye de tenir compte du niveau de classe et du niveau du lycée? Donc, pour le niveau de classe, on procède de la manière suivante. Généralement, on a votre moyenne, on a la moyenne de la classe et la moyenne du meilleur de classe. Donc, on va vous positionner par rapport à ces 2 moyennes que l'établissement nous a fait remonter ou qu'on a sur vos bulletins. Si votre moyenne se rapproche de la moyenne de classe, on va vous mettre un coefficient qui se rapproche de 0, plus vous vous rapprochez de la moyenne de classe. Si en revanche, votre moyenne se rapproche de la moyenne du meilleur de classe, vous allez avoir un coefficient qui va tendre vers 1 si vous avez la meilleure moyenne de la classe. Donc ça, on va à partir de là obtenir ce qu'on appelle la moyenne du dossier scolaire. Donc bien sûr, on a des poids, parce que c'est des questions qu'on m'a posées après, on a des poids un peu différents entre les maths, la physique, la LV1, la LV2 et le français. Mais à partir de tous ces éléments-là, on va calculer une moyenne générale, qui est votre dossier scolaire, et on va faire un premier classement. Donc on va tous vous interclasser à partir de ces moyennes-là. Ensuite, on va essayer de tenir compte de ce que nous, on appelle l'environnement scolaire, c'est-à-dire l'environnement classe et l'environnement lycée. Est-ce que vous étiez dans une bonne classe? Est-ce que vous étiez dans une classe moyenne? Est-ce que vous étiez dans une classe un peu faible? Donc ça, c'est le proviseur qui nous donne cette information. Donc on rentre cette information dans notre système. On va aussi tenir compte du niveau du lycée et on en tient compte à travers le taux de mention très bien obtenu par le lycée. Donc ça nous donne d'autres éléments. Donc on va recalculer une nouvelle moyenne avec votre dossier scolaire et ces éléments qu'on a sur l'environnement. Et on fait un deuxième classement. Donc on a un premier classement simplement sur le dossier scolaire et on a un deuxième classement uniquement avec le dossier scolaire et l'environnement. Et pour un élève donné, on regarde quel est le classement qui lui est le plus favorable et on prendra en compte soit que le dossier scolaire, soit le dossier scolaire environné si on s'aperçoit quel est celui qui est le plus favorable à l'élève. Et on fait notre interclassement comme ceci, et c'est ce qu'on va faire remonter à Parcoursup. Attention, on n'a pas un seul classement, on a actuellement 3 viviers. Donc pour les bacs S, on a un premier vivier qui est le bac S, avec l'option, la spécialité SI, sciences de l'ingénieur. Donc ça, c'est un premier vivier, et tous nos élèves SSI sont classés dans ce vivier-là. Ils ne sont pas du tout interclassés avec les SSVT, spécialité SVT ou maths ou physique. On a un deuxième vivier qui est bac SSVT avec les spécialités mathématiques, physique-chimie et NSI, donc informatique et sciences du numérique. Et le troisième vivier que nous avons, c'est le bachelier S SVT, spécialité SVT. Donc c'est un deuxième vivier qui est plus faible en nombre. Donc vous voyez, on a 72% pour le vivier SSVT, maths, physique, chimie, informatique, 19% pour les bacs SSI, et 9% seulement pour les SSVT.
Bien sûr, ces chiffres-là sont aussi cohérents par rapport à la proportion d'élèves qui ont choisi les spécialités SSVT, mathématiques, physique, chimie ou NSI par rapport au SSI. On sait bien que SI n'est pas offert dans tous les lycées, et donc il y a une proportion d'élèves plus faible qui ont fait SSI. Donc on a fait ces classements, on a fait nos 3 classements, nos 3 viviers, nos 3 interclassements, et à partir de là, on va avoir les 4900 premiers qu'on va convier à un entretien. Donc on va les appeler pour avoir un entretien. Cet entretien, il n'est absolument pas sélectif. Il n'est pas du tout éliminatoire et il ne peut pas vous déclasser. Si vous êtes appelé à l'entretien et que vous faites donc partie des 4900 premiers, vous resterez dans les 4900 premiers. Mais vous allez rebouger dans les 4900 premiers. Donc cet entretien, c'est un entretien qui n'est absolument pas pour essayer de voir quel est votre niveau scientifique et scolaire. Pas besoin, on le connaît, on a votre dossier scolaire. Donc cet entretien, il est vraiment là pour voir qui vous êtes, quelles sont vos motivations, pourquoi vous voulez rentrer à l'INSA, pourquoi vous voulez faire des études d'ingénieur, quel est votre positionnement par rapport au monde. Voilà, c'est essayer de comprendre quelle est votre personnalité, qui vous êtes, essayez de voir si vous êtes effectivement un candidat qui correspond aux valeurs que nous, on veut transmettre en tant qu'INSA. Et inversement, c'est aussi un moment pour vous, à travers les échanges, ce sont des échanges très bienveillants, il n'y a pas de problème, c'est aussi un moment pour vous de vous positionner, de vous dire, mais finalement, l'INSA, est-ce que c'est vraiment cette école que je veux intégrer ou pas ? Et donc, c'est un moment qui vous permet de peut-être affirmer votre choix INSA Lyon, ou au contraire, éventuellement, de vous dire non, cette école, elle ne me correspond pas. Je vous rappelle, nous, notre objectif, c'est d'amener le maximum d'élèves à la réussite. Donc, il ne faut pas se tromper. Il faut que cette école devienne votre école et qu'elle vous corresponde. Donc, elle corresponde à ce que vous êtes, à ce que vous attendez, à vos aspirations, à votre projet professionnel, à vos valeurs. Donc, c'est dans les deux sens, en fait. Donc, cet entretien, il sert à ça. Donc les 4900 premiers sont conviés à un entretien, vous me direz, mais et les suivants, ils n'ont aucune chance de rentrer à l'INSA. Ce n'est pas vrai. Les suivants, ils ont bien sûr une chance de rentrer dans une école du groupe INSA. Bien évidemment, ça dépend du nombre d'écoles qu'ils ont cochées. Et il y a certaines écoles qui vont recruter au-delà de la 4900e place. Et puis d'autres qui s'arrêteront avant. Donc ça dépend des années, ça dépend du nombre de candidatures pour l'établissement donné. Donc pour ceux qui ne sont pas conviés à l'entretien, ce n'est pas foutu pour vous, hein. Le concours continue et vous pouvez quand même intégrer une école du groupe INSA. Pour ceux qui sont dans les 4900 premiers, vous avez toutes les chances d'intégrer une école du groupe INSA si, bien évidemment, vous les avez toutes cochées. Alors, une fois qu'on a fait cet entretien, donc ça nous amène à fin avril. Donc nous, on va faire remonter un classement, les classements au niveau de Parcoursup pour les 3 viviers. Et sur Parcoursup, vous les verrez bien, ces 3 viviers. Et donc, à partir de ce classement, à partir du 19 mai, vous allez recevoir un certain nombre de propositions. Donc pour le groupe INSA, 3 types de propositions. Oui, vous êtes admis. Non, vous êtes refusé. Alors, quand on vous fait un refus, ça veut dire qu'on vous refuse pour toutes les écoles du groupe. C'est un non définitif. Par contre, si vous avez mis plusieurs écoles du groupe, par exemple 3-4 écoles du groupe, vous pouvez potentiellement recevoir 4 oui, ou 2 oui et 2 propositions en attente, ou un oui, 3 propositions en attente, ou que des propositions en attente. Donc, ça dépend en fait, du rang où vous êtes dans votre vivier et du taux de remplissage de chacun des établissements par rapport aux candidats qui sont avant vous. Donc et là, vous avez à vous positionner. Si vous avez plusieurs propositions, oui. Donc dans le groupe, vous pouvez avoir plusieurs propositions pour différentes écoles du groupe. Il faudra en garder qu'une. Vous le savez, hein, sur Parcoursup, vous n'avez qu'un oui possible. Vous pouvez garder vos vœux en attente, mais vous pouvez garder qu'un oui. Et au fur et à mesure que vous allez répondre, que vous allez vous positionner par rapport à toutes ces propositions qu'on va vous faire, vous allez libérer des places pour ceux qui sont en attente. Et donc petit à petit, si vous êtes en attente, potentiellement, vous pouvez à un moment donné recevoir une proposition oui pour un établissement du groupe.
Et ça, jusqu'au 17 juillet, qui est la fin de la procédure principale. Faites attention, je le dis, vous avez un temps limité pour répondre. C'est-à-dire que quand on vous fait une proposition, vous n'avez que 2 ou 3 jours, donc ça dépend des périodes, mais vous n'avez que 2 ou 3 jours pour vous positionner sur ces propositions. Donc faites attention, faites déjà votre choix et votre hiérarchie avant les propositions, c'est important. On vous donne ici le taux d'admission. Donc 17 600 candidats en 2019 pour le groupe INSA. Et parmi ces 17 600 candidats, on en a admis 13%. Alors les taux d'admission ne sont pas tout à fait identiques suivant les viviers. On voit qu'on admet 16% dans le vivier SI, 13% dans le vivier SSVT, qui est le plus gros, et 9% à peu près dans le vivier SSVT. Alors, je fais un petit focus parce que je suis sûre que dans la salle, il y a des personnes qui ne sont pas en terminale, qui sont peut-être en seconde ou en première, et qui se posent des questions par rapport à la réforme du bac. Donc, je pense que c'est important de vous dire ce que nous conseillons pour pouvoir intégrer une école du groupe dans l'année prochaine, à partir de l'année prochaine. Donc, quelles sont les combinaisons de spécialités qui, pour nous, sont les plus adaptées à une poursuite d'études dans une école d'ingénieurs, et en particulier à l'INSA? Donc, ces combinaisons de spécialités, elles sont les suivantes. En première, on vous conseille de choisir mathématiques, physique, chimie, et la troisième, totalement ouverte. Ça peut être une scientifique ou une non scientifique. Vous pouvez prendre tout ce que vous voulez, y compris art du cirque, il n'y a pas de problème. Pour nous, ça nous intéresse, tous les profils, et vous avez le droit encore de vous poser des questions en première. En terminale, en revanche, on va vous demander, là vous n'avez plus que 2 spécialités, et donc là ce qu'on va vous demander, c'est de conserver 2 spécialités scientifiques. Une nécessairement maths, et la deuxième, c'est une de vos spécialités scientifiques que vous aviez en première. Donc ça peut être physique-chimie, ça peut être SSI, ça peut être NSI, et ça peut être aussi SVT. Attention, je vous alerte sur la spécialité SVT, conserver que la spécialité SVT en terminale. Nous, on considère que ce n'est pas la meilleure combinaison pour une poursuite d'études dans une école d'ingénieur, en tout cas dans une école d'ingénieur du groupe INSA. Donc, on ne va pas en prendre énormément de ces profils-là. Comme on ne prendra pas énormément non plus de profils d'élèves qui ont choisi maths, SI et une troisième scientifique qui n'est pas physique-chimie en première. C'est possible, mais c'est quand même vous mettre en difficulté. Je vais faire un tout petit focus sur les STI 2D STL, parce qu'il y a des similarités et des spécificités. Donc pour cela, la grande spécificité, c'est que toutes les écoles du groupe ne leur sont pas offertes. Ils ne peuvent rentrer qu'à Lyon et à Toulouse. Ensuite, vous avez des viviers, comme pour les bacs S. On a bien sûr un examen du dossier scolaire et environné. Et par contre, pour ces élèves-là, on va classer, et à peu près les 200 premiers vont être convoqués à un entretien, mais cet entretien est obligatoire et sélectif. À l'issue de l'entretien, soit vous continuez le concours, soit vous êtes rejeté directement. Le concours s'arrête pour vous. Donc faites attention à ça, l'entretien est bien obligatoire pour les ST2D, STL. Et sinon, c'est le même principe que pour les S, donc vous allez avoir des propositions à partir du 19 mai jusqu'au 17 juillet. Je voudrais juste préciser qu'il est possible de rentrer à l'INSA en 2e année. Donc ça fait quelques années que ça existe. Alors, vous avez choisi de partir dans une autre école, vous avez fait autre chose, et vous réussissez très bien dans votre première année ailleurs. Vous pouvez aussi intégrer l'INSA, parce que vous vous rendez compte que finalement, c'est l'école qui vous intéresse. Donc simplement, quels sont les critères d'admission? Ce n'est pas sur Parcoursup, c'est sur une candidature spécifique sur le groupe INSA. Il faut soit être titulaire, soit préparer une licence L1 scientifique, hors PACES, ou l'équivalent de la PACES. Il faut bien sûr, quand vous êtes en train de la préparer, ça sera sous condition que vous avez bien acquis cette L1 et que vous passez bien en L2. Vous pouvez aussi candidater si vous faites une première année CPGE ou une première année dans une autre école d'ingénieur post-bac ou encore dans une première année dans une université étrangère, donc une première année scientifique.
Voilà, donc c'est toutes les conditions pour pouvoir candidater. Tous les établissements INSA sont concernés, pas tous, mais toutes les écoles du groupe non, mais les INSA oui. Et la procédure d'admission, c'est sur dossier. Donc là, on va étudier votre dossier scolaire. Donc là, pour le coup, on prendra vos notes du bac. On regardera vos résultats de cette première année dans le supérieur et votre lettre de motivation. Donc tous ces éléments font qu'on va étudier votre dossier au cas par cas, de manière manuelle. Et ensuite, on a un jury qui fait des propositions d'admission. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous présenter. Et bien sûr, maintenant, je peux répondre à toutes vos questions, qu'elles soient générales ou spécifiques.